Ces mystères historiques non résolus ont déconcerté les experts pendant des décennies. Les résoudre apporterait la tranquillité d'esprit aux familles des personnes concernées ou changerait notre vision d'une période historique. Mais souvent, les chances de tomber sur des indices qui pourraient éclaircir ces événements inconnus sont extrêmement faibles. Numéro 10. La bataille de Brunanburh en 937, où le roi anglais, Athelstan, a vaincu une coalition des rois d'Écosse, de Dublin et de Strathclyde. Fut un moment clé dans l'histoire anglaise, assurant le règne d'Athelstan et consolidant le royaume anglais unifié. Mais son emplacement exact reste inconnu. Athelstan, petit-fils d'Alfred le Grand, avait unifié l'Angleterre. En 937, après une invasion controversée de l'Écosse par Athelstan, en 934 Constantin II d'Écosse, Owen de Strathclyde et Henlof de Dublin, anciens chefs vikings de York, lancèrent une invasion de l'Angleterre pour reprendre les territoires perdus. Le lieu de débarquement de la flotte d'Henlof et les premiers mouvements alliés demeurent un mystère. Athelstan affronta les envahisseurs lors d'une bataille acharnée, décrite par les chroniqueurs comme l'une des plus sanglantes de l'histoire anglo-saxonne. Athelstan gagna, malgré de lourdes pertes des deux côtés. Henlof s'est enfui à Dublin. Constantin a perdu son fils et a abdiqué, et on pense qu'Owen est décédé. La victoire d'Athelstan a assuré son pouvoir incontesté. Le nom Brunanburh n'existe plus aujourd'hui, et les sources historiques sont contradictoires. Les interprétations du nom suggèrent soit le fort de Bruna, soit le fort près du ruisseau. Les emplacements suggérés vont du Wirral, sur la base d'artefacts de métallurgie, à diverses régions du Yorkshire, du Cambridgeshire et du sud de l'Écosse. Malgré les recherches continues, ce mystère historique pourrait ne jamais être résolu. Numéro 9. En 1217, un crime troublant a choqué la ville de Philippe. La personne derrière l'attaque n'a été désignée que comme un mystérieux Lord S. Même s'il semble que le pape lui-même savait exactement qui était le Lord S, les historiens débattent encore de son identité et de ce qui l'a poussé à attaquer un archevêque dans sa propre église. Philippe était une ville du royaume de Thessalonique, l'un des nombreux royaumes créés après la 4e croisade. En 1204, les croisés latins ont attaqué la ville de Constantinople dans le cadre de la 4e croisade. L'Empire byzantin fut en grande partie pris par divers nobles d'Europe occidentale, devenant l'Empire latin. Des prêtres catholiques ne furent installés dans tout l'Empire. L'un d'eux était Guillaume du Rhône, qui fut nommé archevêque de Philippe en 1212. Guillaume a peut-être eu un conflit avec les dirigeants locaux. Des conflits éclataient souvent entre figures religieuses et séculières, surtout concernant biens et argent. Cela ne devait pas toujours dépasser le clivage entre les latins et les byzantins, même si la tension entre les deux groupes n'était pas rare. Mais Guillaume n'était pas considéré comme quelqu'un de particulièrement antagoniste, ce qui rendit les événements de 1217 encore plus choquants. Selon une lettre du pape, Guillaume était vêtu de ses habits épiscopaux complets, servant la congrégation lorsqu'il fut traîné hors de l'église par un groupe d'assaillants. C'était une mise en scène très publique, comme pour envoyer un message. Le corps de Guillaume fut retrouvé plus tard dans un lieu immonde à l'extérieur d'un cimetière. La lettre indiquait clairement que Lord S était à blâmer. C'était quelqu'un que Guillaume connaissait. Apparemment, ils avaient déjà eu des différends auparavant, mais ils étaient parvenus à une paix et avaient même prêté serment. Qui que soit Lord S, il avait rompu le serment et semblait vouloir montrer clairement que les actions de Guillaume ne seraient pas tolérées. Malheureusement, les lettres qui nous sont parvenues de cette époque ne donnent aucun détail sur ce que Guillaume aurait soi-disant fait et offrent peu d'indices sur l'identité du mystérieux Lord S. Mais l'homme a été excommunié, ce qui montre clairement que Lord S était au moins connu dans la communauté locale. L'année suivante, une autre lettre a mentionné l'attaque contre Guillaume. Mais cela n'a fait que rendre les choses plus confuses. Un groupe de prêtres était en désaccord sur un sujet et on leur avait demandé de se rendre dans une autre ville pour régler l'affaire. Mais personne ne voulait voyager car ils pensaient que c'était trop dangereux. Ils ont précisé que Guillaume avait été attaqué par des Bulgares et craignaient que cela ne leur arrive aussi. Aucune mention des Bulgares n'apparaissait dans la première lettre et l'attaque semblait désormais considérée comme totalement aléatoire.
Plutôt que d'avoir été attaqué dans l'église, Guillaume se trouvait apparemment sur la route lorsqu'il a été pris en embuscade et aurait vraisemblablement perdu la vie lors d'un vol. Il est possible que les événements aient été exagérés juste après l'attaque et que l'histoire soit devenue confuse. Mais certains soupçonnent que le mystérieux Lord S a réussi à échapper à la justice pour son crime en rejetant ses actes sur des bandits. Il est également possible que les prêtres aient été mal informés sur la façon dont Guillaume a perdu la vie ou qu'ils aient confondu son attaque avec une autre qui s'était réellement produite sur la route. Numéro 8. Le SS Normandie était autrefois le paquebot le plus luxueux au monde. Lorsqu'il a pris feu en février 1942, des rumeurs de sabotage ont immédiatement circulé. Une enquête du FBI a prouvé qu'il ne s'agissait que d'un accident, mais certains doutent encore de cette conclusion officielle. Le Normandie était un navire français qui traversait l'Atlantique depuis des années avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Quand la France a déclaré la guerre, le navire était amarré à New York. Plutôt que de risquer qu'il soit attaqué lors du voyage de retour, la compagnie a laissé le Normandie en Amérique avec un équipage réduit pour que tout fonctionne sans problème. Le gouvernement américain a pris le contrôle du navire après la reddition de la France aux puissances de l'Axe. Lorsque l'Amérique est officiellement entrée en guerre, le Normandie est devenu un atout précieux. La décision a été prise de transformer le luxueux navire en transport de troupes. Il avait pu accueillir bien plus de 1000 passagers en tant que paquebot de luxe et pourrait transporter encore plus de soldats une fois la rénovation terminée. Le navire a également été renommé USS Lafayette, en l'honneur du général français qui a combattu pendant la Révolution américaine. Les travaux commencèrent sur le Lafayette, tout juste rebaptisé au début de 1942. On avait initialement estimé que cela ne prendrait qu'un mois, mais l'échéance a été repoussée jusqu'à une date bien avancée de février. Pendant les travaux, les journalistes locaux s'interrogeaient sur la sécurité des quais. Tout le monde savait qu'il y avait des sympathisants allemands aux États-Unis. Un réseau d'espions allemands venait d'être démantelé, mais il en restait sûrement bien d'autres cachés à la vue de tous. Un journaliste a décidé de tester à quel point il serait facile de saboter le Normandie. Il a trouvé un emploi sur les quais et avait libre accès au navire. S'il avait voulu faire quelque chose de malveillant, cela n'aurait pas été difficile. Si l'on en croit la version officielle, aucun acte malveillant n'aurait été nécessaire. Dans l'après-midi du 9 février, un ouvrier nommé Clément Derek utilisait un chalumeau pour découper des raccords à bord du navire. Un autre ouvrier était censé attraper les étincelles avec une plaque d'amiante, mais à un moment donné, il a dû se détourner pour parler à quelqu'un d'autre. Des étincelles sont tombées sur un tas de gilets de sauvetage très inflammables recouverts de toile de jute. Le feu s'est rapidement propagé à la boiserie vernie du navire et aux matelas qui avaient été empilés à proximité. Les ouvriers ont fui l'incendie. Le Normandie était équipé de systèmes anti-incendie, mais ceux-ci étaient désactivés pendant la rénovation. Cela a également retardé les appels aux pompiers. 12 minutes se sont écoulées avant que les pompiers de New York soient appelés. Les pompiers ont passé des heures à maîtriser l'incendie. Toute l'eau qui a été projetée sur les flammes n'a fait que faire pencher le navire. Il finirait par tomber sur le côté, restant partiellement submergé dans des eaux peu profondes. Des rumeurs de sabotage ont vite circulé. On a émis l'hypothèse qu'il s'agissait de l'œuvre de sympathisants allemands qui auraient, d'une manière ou d'une autre, réussi à s'infiltrer dans les équipes de travail. Mais lorsque le FBI a mis en place une reconstitution des événements que Derek avait décrits, il a été possible de recréer les faits. Aucune action malveillante n'a été requise. Cela n'a pas empêché les rumeurs. Les Allemands n'étaient pas les seuls soupçonnés. Un gangster a affirmé qu'il était derrière l'attaque. D'abord vu comme un moyen d'améliorer sa réputation, on a appris plus tard que le parrain de la mafia, Lucky Luciano, avait élaboré des plans pour le navire. Le sort du Normandie poussa finalement la marine américaine à collaborer avec la mafia new-yorkaise pour protéger les quais et surveiller toute personne pouvant aider les sous-marins allemands près des côtes américaines. Numéro 7. Manning Kimmel, fils de l'amiral Husband et Kimmel, qui fut tenu responsable de l'attaque de Pearl Harbor en 1941, était un officier de la marine américaine espérant surmonter la mauvaise réputation de son père. Après avoir été diplômé de l'Académie navale en 1935, il s'est formé sur les sous-marins, devenant finalement le commandant de l'USS Robalo. Dans le Pacifique occidental, le Robalo harcelait les navires de ravitaillement japonais. Lors de sa troisième patrouille, le 26 juillet 1944,
Le Robalo a heurté une mine au large de l'île de Palawan et a coulé rapidement. Quelques marins auraient survécu au naufrage initial, nagé jusqu'à la côte et ont été capturés par les Japonais alors qu'ils tentèrent de rejoindre les guérilleros philippins. Certains sont morts sur la plage, d'autres ont été emprisonnés et interrogés. Ils ont transmis la nouvelle du naufrage à l'armée américaine via un message confié à un autre prisonnier de guerre. Le sort de Manning Kimmel est inconnu. On a d'abord dit à sa famille qu'il avait coulé avec le navire, mais des informations ultérieures ont indiqué qu'il pourrait être parmi les survivants. Les survivants du Robalo n'ont pas passé longtemps en prison, et des rapports contradictoires affirment qu'ils ont soit été tués en représailles après que des avions américains ont été aperçus, soit embarqués sur un navire dont la destination reste inconnue. Numéro 6. La famille Fitzgerald est aujourd'hui l'une des familles nobles les plus puissantes d'Irlande. Ils ont commencé à gagner en puissance après la conquête normande et sont en fait d'origine normande. Mais après quelques générations, les Fitzgerald allaient s'intégrer à de puissantes familles gaéliques. L'un de ceux qui a joué un rôle clé dans l'intégration des Fitzgerald avec les Irlandais était Gerald Fitzgerald. Comme beaucoup de familles nobles puissantes, des légendes et des récits mythologiques ont été associés à certains des ancêtres les plus anciens et les plus puissants des Fitzgerald, y compris Gerald. Cela rend difficile de séparer la réalité de la fiction et de comprendre ce qui est réellement arrivé aux personnages historiques. La véritable histoire de Gerald Fitzgerald est sans doute perdue à jamais. Selon les archives historiques, Gerald Fitzgerald était le fils de Maurice Fitzgerald, premier comte de Desmond, et de sa troisième épouse, Avalyn. Le Fitzgerald aîné a aidé à mener une rébellion contre la couronne normande et semblait être relativement populaire parmi ses pairs. La rébellion a échoué et Maurice a été emprisonné pendant un certain temps, mais il a finalement été libéré. Après sa mort, ses titres ont été transmis à son fils aîné. Ce fils est décédé sans héritier, et Gerald est devenu le troisième comte de Desmond. On connaît peu de détails sur sa vie réelle. Nommé brièvement Lord Chief Justice d'Irlande, il a expliqué qu'il serait difficile de protéger ses terres tout en exerçant cette fonction. La plupart des faits rapportés sur la vie de Gerald concernent des batailles avec d'autres nobles et des combats contre les Irlandais gaéliques. Le Gerald historique est surtout connu pour sa poésie. Il pouvait écrire en anglais normand, mais écrivait plus souvent en irlandais, ce qui fut une étape importante pour amener sa famille à adopter la culture du pays où il vivait. Gerald Fitzgerald a disparu des archives historiques en 1398, à l'âge de 63 ans. Ses titres furent transmis à son fils, et ce qu'il est advenu de lui reste inconnu. Compte tenu de son âge, il est probable qu'il soit décédé de cause naturelle, mais il ne semble exister aucune trace de cela. Ici, les légendes comblent les lacunes. Selon une histoire, Fitzgerald était en réalité le fils d'une déesse irlandaise, Ain. Son père rencontra Ain alors qu'elle se baignait et vola son manteau, ce qui signifiait qu'il la tenait en son pouvoir. L'histoire mélange la mythologie celtique traditionnelle avec des récits courtois venus de France. Gerald était le fruit de cette relation, et il a gardé toute sa vie un lien avec l'autre monde. On disait qu'il était capable de faire de la magie, mais il le faisait dans une pièce privée, à huis clos. Un jour, sa femme lui demanda si elle pouvait regarder ce qu'il faisait. Il accepta, à condition qu'elle reste silencieuse. Fitzgerald se transforma alors en une succession de formes. L'une d'elles la fit crier tant elle était choquante. Une version de l'histoire raconte qu'il disparut, et dans une autre, tout le château dans lequel il vivait sombra au fond d'un lac. Numéro 5. À travers le Far West américain, il existe de nombreuses histoires et légendes de mines d'or perdues. La plus célèbre d'entre elles est la mine du Hollandais perdu, mais ce n'est pas la seule. Ces histoires inspirent l'exploration et beaucoup se sont lancés à la recherche de trésors pour finir par rencontrer un destin tragique. Une mine légendaire qui a inspiré l'exploration a en réalité abouti à une découverte incroyable, mais pas celle à laquelle quelqu'un du groupe s'attendait. La mine d'origine, cependant, reste un mystère. Le premier Américain d'origine européenne à voir le lac du cratère de l'Oregon fut John W. Hillman. Le lac était un repère bien connu des Amérindiens, qui vivaient dans la région depuis des milliers d'années. On pense que les Indiens Klamath vivaient dans la région avant même que le lac n'existe.
Leur légende raconte une bataille féroce entre deux dieux qui s'est finalement terminée par la défaite de l'un d'eux, scellé sous la terre, tandis qu'un lac paisible était placé au-dessus. Ce n'était pas la légende que Hillman poursuivait lorsqu'il est tombé sur le lac. Il est peu probable que lui ou les autres membres de son groupe en aient eu connaissance. Il cherchait un trésor. Plusieurs histoires circulent sur l'origine de la mine de la cabane perdue à Crater Lake. Une histoire raconte qu'un prospecteur blessé, attaqué par des Amérindiens, a été trouvé sur la route et ne survivrait pas. Un groupe d'hommes a essayé de l'aider, mais cela n'a servi à rien. Avant de mourir, il a dessiné une carte qui mènerait les hommes à la mine perdue. Une autre histoire, non plus détaillée, parle d'un homme connu seulement sous le nom de Setim Up. Il est apparu dans la ville californienne d'Eureka au début des années 50. En hiver, on le trouvait généralement à la taverne, offrant des consommations à tous. Il disait « Setim Up », ce qui devint son surnom. Il ne disait pas d'où venait son argent. Chaque printemps, Setim Up quittait la ville et revenait avec ses richesses à l'automne. À un moment donné, alors qu'il était ivre, il a laissé échapper qu'il avait trouvé une riche veine d'or quelque part dans l'Oregon. Il avait construit une cabane tout près et passé l'été à chercher de l'or. Cependant, les Amérindiens locaux connaissaient l'or et le défendaient fermement. Un automne, Setim Up ne revint jamais. Apparemment, il avait laissé une carte et certains à Eureka décidèrent de partir à la recherche de la mine. Ils supposèrent que Setim Up avait perdu la vie, soit aux mains des Amérindiens locaux, soit à la suite d'une chute. Quelle que soit l'origine de l'histoire, en 1853, un groupe de prospecteurs partit à la recherche de la mine de la cabane perdue. Le groupe venait à l'origine de Californie, mais après être arrivé en Oregon, leur recherche attira l'attention. D'autres les ont rejoints, y compris John Hillman. Les hommes ont eu peu de succès à chercher la mine mystérieuse, mais en quête de nourriture, John Hillman a découvert le Crater Lake. Selon l'histoire, c'est la mule de John Hillman qui a repéré la pente abrupte menant au lac en premier, et s'est arrêtée avant que ni elle ni son cavalier ne tombent dedans. Le lac profond semblait presque aussi mystérieux que la mine perdue pour John Hillman, qui voulait l'appeler le lac mystérieux. D'autres membres du groupe voulaient l'appeler le lac bleu. La découverte, peu importante pour les prospecteurs, n'a été largement connue que des décennies plus tard. Pour eux, la mine était la priorité. Malheureusement pour eux, il n'y avait aucune trace de cabane en rondin ni de mine secrète. Et à ce jour, comment l'histoire de la mine de la cabane perdue a commencé et s'il y avait une part de vérité là-dedans reste un mystère. Numéro 4. Le matin du 14 avril 1903, une femme se rendant au travail fit une découverte troublante. Le corps d'un homme avait été entassé dans un tonneau et abandonné sur la East 11th Street à New York. Il n'a pas fallu longtemps aux autorités pour identifier les personnes qu'elles pensaient responsables, mais personne n'a jamais été reconnu coupable du crime. L'affaire de l'homme dans le tonneau serait l'une des premières histoires liées à la mafia américaine à attirer une attention médiatique significative. Rien dans le tonneau n'identifiait l'homme. Quelques jours plus tard, sa photo est parue dans les journaux locaux, attirant l'attention sur ce crime macabre. Une personne qui a reconnu l'homme était le chef du Secret Service, William Flynn. À cette époque, la mission principale du Secret Service était d'enquêter sur la fausse monnaie. La contrefaçon était devenue un problème sérieux à New York. Le Secret Service ont arrêté de nombreux revendeurs de faux billets, mais les chefs du réseau restaient insaisissables. Flynn menait une enquête sur l'organisation dirigée par Giuseppe Morello. Morello était un immigré sicilien et le chef de l'une des organisations criminelles les plus puissantes de la région. Tandis que le Secret Service se concentrait sur cette affaire de fausse monnaie, Morello était impliqué dans des actes plus violents, dont une attaque mortelle contre sa gouvernante. Dans la nuit du 13 avril, une équipe d'agents du Secret Service se préparait à une opération piège. Ils surveillaient Morello et ses associés à son QG, mais les plans ont changé quand un inconnu est arrivé. Aucun des agents ne savait qui était cet homme, mais il semblait familier aux associés de Morello. Il a été amené à l'intérieur et on ne l'a jamais revu. Flynn a reconnu l'homme dans le tonneau comme étant l'étranger mystérieux. Après la publication de la photo, la police a reçu une lettre étrange et énigmatique. Elle ne donnait pas son nom, mais disait qu'il venait de Buffalo et était à New York pour obtenir de l'argent. La lettre leur disait de parler à un homme nommé Di Primo à la prison de Sing. Giuseppe Di Primo avait récemment été condamné pour son rôle de revendeur dans une affaire de contrefaçon.
La police lui a montré une photo de l'homme dans le tonneau et il l'a identifié comme étant Benedetto Madonia, son beau-frère. Di Primo a expliqué pourquoi Madonia se trouvait à New York. Après son arrestation, sa famille avait envoyé 1 000 $ à son patron pour aider à payer sa défense. C'était une somme considérable à l'époque et cela aurait dû suffire à payer un bon avocat. Mais son patron avait empoché l'argent et avait laissé Di Primo à son sort. Il a écopé de 4 ans de prison. Madonia était venu récupérer l'argent. Il avait d'abord visité Di Primo en prison pour avoir de ses nouvelles. Le plan était de faire appel ou de demander son transfert dans une autre prison. La police a compris que Madonia avait agi ainsi avec le gang de Morello la nuit avant la découverte de son corps. Morello et ses plus proches associés ont été arrêtés. La police avait plus que le témoignage de Di Primo. Madonia avait apporté une montre de poche à New York. Cela a été découvert dans un prêteur sur gage local et l'associé de Morello, Ox Peto, a été retrouvé avec le ticket. Un bout de cigare de la même marque que celui de Peto a aussi été retrouvé dans le tonneau et d'autres témoins ont vu Morello et Madonia ensemble. Malheureusement, Morello était prêt à engager les meilleurs avocats et de nombreux témoins ont mystérieusement changé leur témoignage pendant le procès. Le jury n'a pu condamner personne dans cette affaire et les charges contre tous les impliqués ont été abandonnées. Personne n'a jamais été reconnu coupable d'avoir ôté la vie à Madonia et le crime reste officiellement non résolu. Beaucoup pensent que les mafieux étaient derrière ce crime. Madonia aurait pu menacer d'aller à la police avec des preuves de leur crime si on ne lui rendait pas l'argent. Peut-être que Morello n'a tout simplement pas aimé qu'on lui résiste. Mais il y avait aussi une faible chance que Madonia soit sorti vivant de la rencontre, pour ensuite croiser par hasard un agresseur sans lien avec l'affaire. Numéro 3. Le film muet Cléopâtre de 1917 était un film très coûteux et marquant, dont il ne reste aujourd'hui que moins d'1 minute sur les 2 heures originales. Produit par William Fox, il mettait en vedette Theta Bara, une grande star connue sous le nom de la Vampire, qui a popularisé l'archétype du vampire. Le coût du film compris entre 250 000 et 500 000 $, ce qui représenterait plus de 12 millions aujourd'hui, était sans précédent. Le financement de décors élaborés et de 50 costumes pour Bara, un record battu en 1963 par le film Cléopâtre, sorti plus tard. L'intrigue, vue par environ 5 millions de personnes lors de sa première année, impliquait Cléopâtre séduisant Jules César et Marc-Antoine. Avec une touche supplémentaire, un prêtre égyptien qu'il aime lui offre les richesses de sa famille et fournit plus tard le serpent fatal. Malgré son succès au box-office, rapportant 1 million de $, le film n'a pas été conservé. Beaucoup de films muets ont disparu à cause de la négligence ou de la réutilisation de l'argent des boîtiers. Les 2 dernières copies connues de Cléopâtre ont été détruites lors de l'incendie des archives de la Fox en 1937, causé par de mauvaises conditions et la décomposition des films. Et la copie personnelle de Theta Bara s'est également désintégrée. En 2023 seulement, environ 20 secondes de séquence étaient connues, mais un fragment de 40 secondes a été retrouvé en août dans un projecteur jouet, acheté sur eBay et mis en ligne sur YouTube. Numéro 2. Pendant 50 ans, les autorités de Chicago ont gardé Tommy O'Connor sur leur liste des condamnés à mort de la ville. Mais le criminel condamné n'aurait jamais à subir sa peine. Quelques jours avant son exécution, il s'est évadé de prison et a disparu sans laisser de traces. O'Connor était un Irlandais américain qui avait gagné le surnom de Terrible Tommy. Plusieurs histoires expliquent son surnom, dont celle où il aurait arraché un doigt à un boucher qui avait fait payer trop cher à sa mère. Adolescent, il traînait avec des gangs de rue, mais il a réussi à éviter tout problème avec la police jusqu'à ses 21 ans. L'un des associés criminels d'O'Connor, un ancien policier, avait été retrouvé mort. Les soupçons ont visé O'Connor, qui a été arrêté. Pour des raisons inconnues, il a été libéré. Il se peut qu'il n'y ait pas eu assez de preuves pour le condamner, mais certains rapports parlaient d'affaires louches l'ayant empêché d'aller en prison. Quelle qu'en soit la cause, cela avait changé au 13 mars 1921. 5 policiers sont arrivés au domicile de la sœur d'O'Connor avec l'intention de l'arrêter. Cela aurait dû suffire largement à maîtriser le suspect, mais O'Connor a continué à se battre. Une fusillade a éclaté et dans le chaos, l'inspecteur Patrick O'Neill a été touché par une balle. O'Connor a réussi à s'échapper par la porte arrière et à détourner une voiture pour prendre la fuite.
O'Neill a succombé à ses blessures et maintenant O'Connor était également recherché pour avoir ôté la vie à un policier. Même en cavale, Terrible Tommy ne pouvait rester loin des ennuis longtemps. En juillet, il a été arrêté dans le Minnesota pour ivresse et tapage dans un train. Il a rapidement été renvoyé à Chicago, où il a été condamné à la peine capitale pour avoir ôté la vie à O'Neill. Mais ce n'était que le début de sa légende. O'Connor était détenu dans la prison du comté local, planifiant son évasion. Quelques jours avant son exécution, il a organisé une évasion audacieuse avec 4 autres détenus. Dans sa cellule, il a appelé un gardien. Le gardien s'est approché et le codétenu d'O'Connor l'a maîtrisé avec une clé de tête. O'Connor a saisi les clés et a déverrouillé la cellule avant de frapper le gardien jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Les prisonniers se sont échappés par la cour. De l'autre côté des murs de la prison, O'Connor a pris une voiture mais a eu du mal à la contrôler sur les routes verglacées. Il a eu un accident mais a réussi à sortir du véhicule. Ce qui lui est arrivé ensuite reste inconnu. Beaucoup d'histoires circulent sur le sort de ce criminel dangereux. Certains pensent qu'il a réussi à s'échapper au Canada ou qu'il est, d'une manière ou d'une autre, retourné en Irlande. Dans certaines histoires, il a continué sa vie de criminel avec des braquages à main armée ou même en tant que membre de l'IRA en Irlande. Dans d'autres histoires, il a réussi à mener une vie tranquille, loin du monde criminel. À Chicago, la peine d'O'Connor est restée inchangée. Dans les années 50, 30 ans après sa disparition, une ordonnance du tribunal obligeait la ville à entretenir la potence qui avait été installée pour lui, au cas où il serait un jour capturé. Cet appareil est resté inutilisé pendant plus de 50 ans avant d'être démonté en 1977 et vendu au musée Ripley's Believe It or Not. À ce moment-là, O'Connor aurait eu plus de 80 ans s'il vivait encore. Numéro 1. La plupart des gens savent que le roi Louis XVI a perdu la tête pendant la Révolution française, mais il n'était pas le seul roi français à subir un sort aussi horrible. L'histoire de la tête du roi Henri IV est l'une des plus étranges de la Révolution, et dont la fin reste un mystère à ce jour. Henri IV a régné sur la France entre 1589 et 1610. Ancien roi de Navarre, élevé protestant, il se convertit au catholicisme pour hériter de la couronne de France. Malgré, ou peut-être à cause de sa propre conversion, il était compréhensif envers les protestants de son pays. En 1598, il a publié un édit garantissant la liberté religieuse aux protestants, un acte qui lui a valu le surnom de Bon Roi Henri. Bien qu'Henri ait été apprécié, certains, dans les deux camps religieux, estimaient qu'il les avait trahis. Il a survécu à au moins 12 tentatives d'assassinat, mais sa chance a tourné à Paris en mai 1610. Il a été enterré à la basilique de Saint-Denis, où il est resté pendant près de 2 siècles. Après que le descendant direct d'Henri, Louis XIV, ait été déposé, certains révolutionnaires voulaient aller encore plus loin. Les corps des anciens monarques ont été sortis de leurs tombeaux et jetés dans une fosse commune. Le titre d'Henri de Bon Roi ne l'a pas exempté de ce traitement et il a été laissé là avec les autres membres de sa famille. En 1817, soit environ 21 ans plus tard, la fosse commune a été rouverte. Selon l'histoire, la tête d'Henri n'était plus avec son corps. On ne sait pas exactement quand la tête a été enlevée, mais elle ne semblait pas pouvoir être retrouvée dans la tombe. Le mystère semblait avoir été résolu en 1919. Un photographe a acquis une tête momifiée lors d'une vente aux enchères. Le sinistre spécimen semblait être la tête manquante d'Henri. Le photographe a passé le reste de sa vie à essayer de faire authentifier l'artefact. Il semblait vraiment croire être le propriétaire de ce crâne royal, sans tenter de monter une arnaque. Lorsqu'il est décédé, il a légué le crâne au musée du Louvre, mais le musée a refusé le don. La tête momifiée a circulé chez divers collectionneurs privés avant de réapparaître en 2008. Elle a été retrouvée dans un grenier dans l'ouest de la France et cette fois, l'objet a suscité beaucoup plus d'attention. La technologie avait beaucoup progressé depuis la première découverte du crâne et il semblait possible qu'un certain type de test puisse prouver une bonne fois pour toutes si le mystère était résolu. Les chercheurs ont reconstruit à quoi aurait ressemblé le visage et ont comparé les fibres capillaires ainsi que de petits détails de la peau au portrait du bon roi Henri. Les chercheurs espagnols pensaient que les restes correspondaient au monarque. Les preuves ADN semblaient se confirmer que c'était bien le cas. Selon la légende, après que Louis XVI ait perdu la tête, les spectateurs ont tamponné ses restes avec des mouchoirs pour créer des souvenirs morbides de l'événement. L'un de ces mouchoirs était gardé dans une calebasse décorée.
En 2013, l'ADN du mouchoir a été comparé à celui de la tête momifiée et il semblait y avoir un lien paternel entre les deux. Mais des recherches ultérieures ont remis en question ces deux identifications. La comparaison des deux ensembles d'ADN avec ceux des descendants modernes des Bourbons a montré qu'il aurait fallu plusieurs ruptures dans la lignée familiale pour que ces reliques appartiennent aux monarques français. Bien que des ruptures dans la lignée paternelle soient possibles, cela impliquerait aussi des ruptures dans les lignées maternelles. Si la tête momifiée appartenait réellement au roi Henri IV de France, cela signifierait que quelque part dans l'arbre généalogique, il y aurait eu une relation mère-fille qui n'était pas biologiquement liée. De plus, certains historiens ont émis des doutes sur toute l'histoire de la tête perdue d'Henri. Son corps entier pourrait reposer intact, mais il n'est pas prévu de déranger à nouveau ses restes pour vérifier.